Il y a 360 ans, un immense vaisseau britannique, le London, a explosé dans l'estuaire de la Tamise, coûtant la vie de plus de 300 personnes, parmi lesquelles des marins et leurs proches. Les causes exactes de cette tragédie demeurent incertaines, mais les chercheurs semblent aujourd'hui plus proches que jamais de percer ce mystère. Des plongeurs ont en effet découvert, par hasard, un canon en bronze remarquablement préservé. Enfoui depuis des siècles dans la vase et l'argile, cet objet pourrait bien renfermer les clés de l'énigme. Le London, bâtiment de service édifié pour la marine du Commonwealth d'Angleterre, entama son premier voyage en juin 1656. Il joua ensuite un rôle majeur dans l'histoire britannique. En 1660, il rejoignit le convoi dépêché aux Pays-Bas pour ramener Charles II et le réinstaller sur le trône. 5 ans plus tard, en mars 1665, il appareillait de Chatham et faisait cap sur Hope. De là, l'amiral Sir John Lawson était censé gagner le large. Toutefois, juste avant d'atteindre la bouée de Nowhere, la poudre entreposée dans la Sainte-Barbe explosa soudainement. 25 personnes abritées dans le carrosse du navire survécurent, tandis que plus de 300 marins périrent noyés. Le navire se brisa en deux. Henry Bennett, comte d'Arlington, colporta la rumeur selon laquelle l'accident devait être imputé à une poudre à canon médiocre et bon marché embarquée à bord. Les spécialistes dépêchés sur l'épave conclurent alors que, si les pièces d'artillerie demeuraient récupérables, la coque, elle, était irrémédiablement perdue. Plus tard, en 1669, une tentative de renflouement de quelques canons déclencha un scandale, car on chercha à employer ces trophées pour éponger une dette qui n'avait absolument aucun rapport. En 2005, des plongeurs redécouvrirent l'épave du London. Pour la préserver, les autorités portuaires dévièrent la voie de navigation, et une équipe d'archéologues commença une exploration méthodique du site. Cette relique apporte désormais un éclairage précieux sur l'histoire de la marine anglaise. La visibilité dans l'estuaire de la Tamise peut être épouvantable. Il arrive que l'on ne distingue même pas ce qui se trouve à plus d'un demi-mètre devant soi. L'intervention sur le site s'avère tout aussi éprouvante en raison de marées instables et d'une voie maritime très fréquentée, où d'imposants cargos continuent de circuler sans relâche. Ainsi, lorsque l'émergence d'un canon enfoui dans l'argile fut constatée, cela signifiait que les circonstances devaient être exceptionnellement favorables. Selon les spécialistes, cette pièce, coulée entre 1656 et 1657, daterait de l'époque du Commonwealth et mesurerait environ 2,50 mètres, ce qui en fait un canon de taille moyenne. Elle appartenait à une série conçue sur mesure pour le London et se trouvait autrefois sur le pont inférieur du navire. Tous les affûts du bâtiment étaient uniques, car les canons provenaient de diverses nations et de différentes périodes de l'histoire navale. Les pièces de grand calibre étaient particulièrement rares et d'un coût exorbitant, car elles nécessitaient d'importantes quantités de bronze ou de fer, ainsi qu'un moulage individuel. C'est pourquoi la marine avait coutume de réemployer les canons saisis sur les navires ennemis, les épaves ou d'anciens bâtiments. Cette découverte constitue l'un des indices susceptibles d'éclairer, à terme, le mystère entourant le drame du London. Jusqu'ici, les fouilles ont également mis au jour des chaussures en cuir, des fragments d'instruments, des outils en bois, des cordages et une boussole. Tous ces objets sont autant de pièces d'un vaste puzzle. On ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour tirer des conclusions définitives. Mais il semblerait que les pipes et les chandelles puissent avoir constitué des foyers de combustion ayant mené à l'explosion. Des ouvriers ont fait une découverte tout aussi remarquable dans une carrière inondée du sud-est de l'Angleterre, à environ 100 km de Londres. Ils sont tombés sur les restes d'un navire rarissime de l'époque élisabéthaine, retrouvé à plusieurs centaines de mètres de la côte la plus proche. Une telle trouvaille est capitale, car très peu d'embarcations de la fin du XVIe siècle ont traversé les siècles. Son étude pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre une période charnière, marquant l'essor de l'Angleterre en tant que puissance commerciale européenne. De nos jours, la carrière se situe à environ 300 mètres de la mer, mais au XVIe siècle, elle formait une partie du littoral. Les archéologues supposent que le navire s'est soit échoué sur un promontoire rocheux, soit qu'il a été volontairement abandonné sur place lorsqu'il était devenu trop endommagé pour reprendre la mer. Le navire n'a pas encore été formellement identifié, mais plus d'une centaine de fragments de sa coque ont été analysés, notamment par dendrochronologie. L'étude des cernes a révélé qu'il avait été construit avec du chêne anglais abattu entre 1558 et 1580. À cette époque, l'Europe du Nord délaissait progressivement la technique de bordage à clin, caractérisée par des planches se chevauchant comme des écailles, pour adopter le style franc-bord, venu de Méditerranée,
où les planches, lisses et bord à bord, sont clouées sur une armature interne. Or, ce type de bois, une fois exposé à l'air ou à l'eau, pourrit rapidement. Mais s'il est enfoui sous une couche dense de limon ou de vase dépourvu d'oxygène, il peut se conserver durant des siècles. C'est précisément ce qui a permis à cette épave de survivre. L'équipe a recours au balayage laser et à la photographie pour documenter chaque élément du site. Une fois les recherches achevées, les archéologues prévoient d'ensevelir à nouveau les structures dans les sédiments du lac de Carrière, afin de préserver le navire pour les générations futures. En Norvège, une autre découverte encore plus improbable a eu lieu. Une équipe d'archéologues a mis au jour un navire en plein milieu d'un champ. À proximité se trouve le tertre de Gjellhaugen, un immense monument funéraire érigé par les Vikings. Le propriétaire du champ souhaitait y creuser des tranchées de drainage, mais il devait au préalable faire vérifier l'absence de vestiges importants dans le sous-sol. Les chercheurs ont utilisé un radar géologique haute résolution fixé à un véhicule tracté. Lors du balayage du terrain, ils ont constaté que la zone était jadis recouverte de tertres funéraires, dont au moins 8 n'avaient jamais été répertoriés. Sous l'un d'entre eux, le radar a révélé le contour distinct d'un navire enseveli. À l'époque des Vikings, les bateaux étaient des biens d'une valeur telle qu'ils n'étaient inhumés qu'avec des figures de tout premier plan. En Norvège, seuls 3 enterrements de ce type avaient été mis au jour, et celui-ci est le premier identifié depuis bien longtemps. Les chercheurs estiment que ce bateau remonte à l'époque viking, probablement entre les années 500 et 1000 de notre ère. Le tumulus s'étant tassé au fil des siècles, l'épave repose désormais à moins d'un demi-mètre sous terre, ce qui la rend très accessible. Long d'une vingtaine de mètres, le navire conserve encore certains éléments, tels que la quille et les planches de fond, comme l'a révélé le radar. Les archéologues prévoient de poursuivre leur exploration à l'aide de techniques non invasives, afin d'éviter toute dégradation accidentelle, et n'envisagent une fouille complète qu'en dernier recours. À des milliers de kilomètres de là, dans l'aridité du désert namibien, un mineur en quête de pierres précieuses a fait une découverte extraordinaire. Une épave vieille de près de 5 siècles. Alertés, les archéologues ont rapidement établi qu'il pourrait s'agir d'un navire marchand portugais disparu au XVIe siècle, le Bom Jesus, dont la disparition mystérieuse était restée inexpliquée jusqu'alors. Parti de Lisbonne chargé de richesses et en route pour les Indes, le Bom Jesus aurait été pris dans une violente tempête au large de la pointe sud de l'Afrique, avant d'être projeté contre les côtes namibiennes. Le navire se serait alors brisé sur les rochers avant de sombrer. Lors des fouilles, les chercheurs ont retrouvé des fragments de l'épave à la fois éparpillés sur le rivage et enfouis sous une épaisse couche de sable, dont la densité a contribué à leur remarquable préservation. Les archéologues mirent même au jour un véritable trésor. Plus de 40 tonnes de marchandises déversées dans les profondeurs lorsque la coque s'est rompue et que le contenu du coffre du capitaine s'est échappé. Parmi les objets récupérés figuraient des canons, des épées, des étoffes, des instruments de navigation céleste et surtout 1845 lingots de cuivre, de lourds blocs métalliques totalisant entre 16 et 17 tonnes. Les estampilles visibles sur leur surface ont permis d'identifier leur provenance, une richissime compagnie marchande allemande. Mais la découverte la plus saisissante fut sans conteste celle de plus de 2000 pièces d'or et d'argent, frappées dans des pays aussi variés que le Portugal, Venise, la France ou encore les royaumes morts. À cela s'ajoutaient 105 défenses d'éléphants monumentales, pour un poids estimé à 2 tonnes. Destinées sans doute au luxe, ces défenses provenaient, selon les tests ADN, d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Peu de restes humains furent retrouvés sur le site, signe que l'équipage a soit réussi à s'échapper, soit péri en mer. Le 5 décembre 1952, un brouillard nauséabond jaune-gris a englouti Londres, coûtant la vie à 12 000 personnes. Ce n'était pas un simple brouillard. Il empestait les œufs pourris et s'étendait sur 48,28 km de large. Les bus se sont arrêtés, les avions ont été cloués au sol et les ambulances ont été piégées. Pendant 5 jours, la ville a disparu dans la puanteur et la boue, les rues glissantes de vases noirs. Ceux qui osaient s'aventurer dehors trébuchaient à l'aveuglette, se tachant le visage tandis que les oiseaux s'écrasaient contre les bâtiments. Avec une visibilité nulle, les voleurs sévissaient et même les spectacles en salle étaient annulés. La Grande Fumée a envoyé plus de 100 000 personnes à l'hôpital, laissant un sombre héritage de mort et de décomposition. Les causes de cette tragédie remontent à loin dans le passé. Quelque chose appelé « brouillard de poids » est devenu l'un des symboles de Londres au XIXe siècle. La nature n'était pas à blâmer pour ce brouillard. Il était provoqué par les gens qui brûlèrent du charbon pour chauffer leurs maisons et faire fonctionner les usines.
En fait, l'air de Londres a commencé à devenir enfumé dès le XIIIe siècle lorsque les gens ont commencé à utiliser largement le charbon. La situation s'est aggravée à mesure que la ville s'agrandissait. Dès le XVIIe siècle, les gens se plaignaient déjà de l'air pollué. Le roi Jacques Ier a essayé de réduire la combustion du charbon avec de nouvelles lois, mais rien n'a vraiment changé. Avec l'apparition de plus d'usines pendant la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, le problème a pris des proportions démesurées. Le ciel était rempli de minuscules particules auxquelles l'eau s'accrochait pour former de lourds nuages sombres. Ce mélange de fumée et de brouillard est devenu si problématique que les gens l'ont appelé smog. En effet, ce mot a été inventé à Londres au début du XXe siècle. Le smog devenait parfois si épais qu'il pouvait durer toute une semaine, rendant les gens malades. Certains en mouraient même. Bien que le smog fût nocif, les gens ne voulaient pas arrêter d'utiliser le charbon parce que cela leur fournissait des emplois et chauffait leur maison. Donc le problème persistait. Au XXe siècle, les brouillards épais se produisaient enfin moins fréquemment car les usines commençaient à s'éloigner de la ville. Mais en ce jour de décembre 1952, un anticyclone est apparu au-dessus de Londres. Cela signifiait que l'air froid près du sol était emprisonné sous un air plus chaud en altitude, comme un couvercle retenant tout en dessous. À cause de cela, toute la fumée des usines, des voitures et des cheminées domestiques ne pouvait pas monter et s'éloigner comme d'habitude. Au lieu de cela, elle restait près du sol, se mélangeait à l'eau dans l'air et produisait un brouillard extrêmement épais et sale. De plus, les journées de décembre sont plus courtes et il faisait vraiment froid. Donc les gens devaient utiliser encore plus de charbon pour le chauffage et l'éclairage que d'habitude. Tout cela a conduit à un désastre. Il était évident que les particules de soufre provenant de la combustion du charbon rendaient le brouillard jaune et lui donnaient une odeur d'œuf pourri. Mais les scientifiques n'ont pas pu comprendre pourquoi et comment ces particules se transformaient en acide sulfurique. Des décennies plus tard, une équipe internationale de chercheurs a recréé ce brouillard inquiétant dans un laboratoire. Ils ont utilisé des échantillons d'air et des mesures atmosphériques du brouillard dans 2 grandes villes chinoises qui ont des niveaux élevés de dioxyde de soufre dans l'air, tout comme Londres pendant le grand brouillard. Ils ont découvert que l'air épais et sale, appelé brouillard de pollution, ne se forme pas de la même manière à Londres et en Chine. Dans le brouillard de Londres, la fumée provenant de la combustion du charbon libérait 2 gaz, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Ces gaz se mêlaient aux gouttelettes d'eau du brouillard, ce qui les rendait inoffensifs au départ, car l'eau diluait les produits chimiques nocifs. Mais à mesure que l'eau s'évaporait et qu'il n'y avait plus rien pour diluer les 2 dioxydes, le brouillard devenait très acide et dangereux à respirer, endommageant ainsi les poumons des personnes. Dans la Chine d'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Un 3e produit chimique, l'ammoniac, s'ajoute au mélange. L'ammoniac, qui provient des exploitations agricoles et des voitures, aide à équilibrer l'acidité du brouillard, le rendant ainsi moins nocif que le brouillard mortel de Londres. Cependant, les scientifiques ont constaté que réduire le dioxyde d'azote et l'ammoniac pourrait tout de même aider la Chine à réduire ses problèmes de qualité de l'air. Ils espèrent que leur découverte aidera à comprendre les brumes du passé londonien et donnera à la Chine des idées pour rendre son air plus propre. Cela pourrait également préserver la santé de millions de personnes à travers le monde qui vivent actuellement dans des villes à la mauvaise qualité de l'air. Après le terrible brouillard de 1952, tout le monde a compris à quel point le problème de l'air de Londres était sérieux. 4 ans plus tard, les autorités britanniques ont créé une loi appelée Clean Air Act pour empêcher qu'un tel événement ne se reproduise. Cette loi interdit aux gens de brûler des combustibles fumigènes comme le charbon dans leurs maisons ou dans les chaudières d'usines dans certaines parties de la ville. Pour aider les gens à s'adapter, les autorités leur ont donné de l'argent afin qu'ils puissent passer à des options de chauffage plus propres, comme le fioul, le gaz naturel ou l'électricité. Il a fallu du temps pour que ces changements fassent une grande différence. Et malheureusement, un autre smog dangereux s'est produit en 1962. Mais la Clean Air Act a été une étape très importante pour la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Près d'un siècle avant le Great Smoke, un autre événement nauséabond a eu lieu à Londres, le Great Stink. À cette époque, les gens n'avaient pas de salle de bain adéquate, ni de système d'égout, et tous les déchets des maisons et des usines étaient déversés directement dans la Tamise. Lorsque le temps est devenu extrêmement chaud en juillet et en août, le niveau de l'eau dans le fleuve a baissé, et des tas de déchets, parfois de 1,83 mètres, sont apparus sur les rives boueuses. L'odeur était si terrible que même la reine Victoria et le prince Albert ont dû annuler leur balade en bateau relaxante sur le fleuve.
Les politiciens travaillant dans les tout nouveaux bâtiments du Parlement, situés juste à côté de la rivière, ne pouvaient pas non plus supporter l'odeur. L'air à l'intérieur était si terrible qu'ils devaient tenir des mouchoirs sur leur nez pour pouvoir respirer. Ils essayèrent même de tremper les rideaux dans le chlorure de chaux, espérant que cela aiderait à masquer l'horrible odeur. Beaucoup de Londoniens croyaient que le mauvais air, appelé miasme, causait des choses horribles comme le choléra, qui avait déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. L'ingénieur Joseph Bazalgette a résolu le problème en construisant un nouveau système d'égout qui éloignerait tous les déchets de la ville. Son système d'égout était si bien conçu qu'il fonctionne encore aujourd'hui, même si Londres a grandi pour dépasser 8 millions d'habitants. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y eut également un jour où l'on ne pouvait pas voir sa main devant son visage, et il était impossible de respirer à l'extérieur. Mais les raisons de ce Black Sunday étaient très différentes de celles du Great Smoke de Londres. En 1931, il a presque complètement cessé de pleuvoir dans le sud des Grandes Plaines. Cette sécheresse a duré près de 10 ans. Sans pluie, les fermes se sont asséchées et le sol est devenu poussière. Des vents forts ont soufflé cette terre sèche dans l'air et ont créé d'énormes tempêtes de poussière. Ces tempêtes, appelées tempêtes noires, rendaient la respiration et la vision difficiles. Les gens ont essayé de se protéger en mettant de la vaseline dans leurs narines, en portant des masques et en scellant leur maison. Mais la poussière a quand même rendu beaucoup d'entre eux malades. En 1934, les choses empirèrent encore. Ce fut l'année la plus sèche en plus de 1000 ans. Les températures dépassèrent les 100 degrés pendant des semaines et la terre devint encore plus aride. Le 14 avril 1935, après des mois de mauvais temps, le ciel sembla enfin dégagé et il y avait à peine du vent, ce qui était rare pour cette région. Les gens sortirent, espérant que le pire était enfin passé. Un ministre de l'Oklahoma a annoncé que quelques bonnes tempêtes de pluie rendraient la terre à nouveau fertile. Mais malheureusement, ce matin-là, un vent froid du Canada a rencontré de l'air chaud dans les Dakotas et a déclenché une énorme tempête de poussière. La tempête s'est étendue sur des centaines de kilomètres de large et des milliers de pieds de haut. Une journée ensoleillée est instantanément devenue complètement sombre. Les conducteurs ont dû se cacher dans leurs voitures et d'autres personnes se sont réfugiées dans des caves, trouvé refuge dans des granges, des casernes de pompiers, des abris anti-tornades et sous leur lit pour rester en sécurité. La tempête n'a pas cessé pendant des heures et a coûté la vie à au moins 20 personnes. De nombreuses personnes ne pouvaient pas arrêter de tousser et un homme est devenu aveugle. La tempête était si forte qu'elle a transporté 300 000 tonnes de terre à travers le pays et a même atteint la côte Est.